Première sortie sur le terrain du ministre de la Réconciliation en charge du développement des régions du Nord. Cheikh Oumar Diarra était aujourd'hui à Kidal pour porter le message de la paix aux populations et notabilités. Nous irons voir du côté de Sikasso avec son marché central, le centre des affaires qui est devenu le centre de tous les désagréments pour les usagers. Nous verrons dans notre dossier du jour. Du côté de Gao, c'est plutôt le sourire aux lèvres avec la reprise de l'activité économique. Artisans et autres acteurs du secteur privé retrouvent leur ambiance habituelle qui avait disparu. Et puis, content aussi, les supporters du stade malien de Bamako, les Blancs ont battu cet après-midi les Éthiopiens de Saint-Georges 1-0, donc le chemin vers les demi-finales pour les nôtres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord était aujourd'hui à Kidal. Il était accompagné de ses homologues de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure. Cheikh Oumar Diarra était venu prendre contact avec les populations et notabilités de Kidal et c'était pour leur apporter un message de paix. Des rencontres desquelles le ministre s'est dit satisfait malgré un accueil quelque peu mouvementé ce matin. Envoyé spécial à Kidal, Teddy Kamara et Yaya Konaté. À l'arrivée ce dimanche de la délégation ministérielle à Kidal, deux accueils. Le premier au bas de la passerelle avec l'administration au grand complet. Le deuxième sur le trajet menant de l'aéroport à la ville. Traditionnel comité d'accueil impopulaire avec jet de pierre et autres slogans hostiles. La délégation accélère le rythme pour y échapper au prix cependant d'une vitre brisée. La situation qui prévaut à Kidal aujourd'hui nous rappelle donc les événements que nous avons eu à vivre ici avant les élections. Cependant, Kidal a eu, entre-temps, à vivre des moments très tranquilles, très paisibles, jusqu'à aujourd'hui. Donc, à grand événement, peut-être grande réaction, ça pourrait s'interpréter comme ça, parce que depuis 2 semaines avant les élections, nous n'avons pas connu des mouvements assez violents ici à Kidal. Cependant, ce qui est arrivé ce matin, donc le MNLA, donc les éléments favorables au MNLA, femmes et enfants, ont décidé donc à l'arrivée des autorités que vous venez de citer de faire une manifestation dans la ville de Kidal. Cette manifestation, malheureusement, il y a eu des jeunes mal intentionnés qui ont eu à jeter des pierres donc, au niveau du convoi. Sur le chantier de la réconciliation nationale, les incidents du jour ne sont pas de nature à décourager les visiteurs. Rendez-vous au domicile du patriarche Intala Agataer, échange avec ce dernier, la presse est tenue à l'écart, puis le tour des chefs de fraction et maires réunis autour de la délégation ministérielle à la mairie de Kidal. Nous sommes venus ici à Kidal sur instruction du président de la République pour porter son message aux populations locales, aux leaders traditionnels, et notamment à la main locale Intala, pour discuter des voies et moyens de trouver une solution durable à la crise malienne. Nous avons discuté des problèmes auxquels la région est confrontée et j'ai senti auprès de tous nos interlocuteurs la volonté d'aller de l'avant vers une sortie de crise durable. Au sortir de cette rencontre, les deux parties veulent bien minimiser les incidents du jour. Nous sommes satisfaits pour cette première rencontre, malgré l'incident que nous avons connu à l'arrivée. Mais cet incident est un très mineur. Il ne nous détournera pas de la volonté de souder tous les fils de la nation malienne, de réconcilier les uns et les autres pour que le Mali sorte de la crise actuelle. Nous faisons confiance à notre gouvernement. Si vraiment on a un gouvernement qui peut nous réunir tous les fils de ces pays, on va applaudir pour ce gouvernement jusqu'à la mort. Le message du président de la République est sans doute passé, mais les tensions du jour sont sans doute une preuve supplémentaire que le chantier de la réconciliation nationale reste semé d'embûches. Et puis ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui convie les membres de la délégation d'encadrement de la filière gouvernementale à une réunion dans la salle de conférence de son département demain lundi 16 septembre 2013 à partir de 17h. Le ministre compte sur la bonne compréhension de tous. Fin de formation du 2e bataillon de l'armée malienne par la mission d'entraînement de l'Union européenne. La sortie officielle de la promotion, c'était hier à Koulikoro, en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumelou Boubé Maïga. Il y avait également la hiérarchie militaire Koulikoro, Brahima Koné.
Les autorités militaires du Mali sont partagées entre joie et fierté ce samedi 14 septembre 2013. Elles fêtent la fin de la formation du 2e bataillon formé par la mission d'entraînement de l'Union européenne et UTM au Mali. Le bataillon est formé bien sûr pour relever les défis sécuritaires, pour se mettre à la disposition de l'État pour servir cette nation. La remise de la médaille de la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne au chef d'état-major général des armées marque un signal fort pour le renforcement des capacités opérationnelles des militaires maliens. La présente cérémonie me donne l'opportunité d'exprimer ma reconnaissance et mes encouragements au personnel d'encadrement de l'EITM Mali qui, avec professionnalisme et abnégation, a transmis les connaissances techniques et tactiques nécessaires pour la manœuvre d'un groupement interarmes. À vous, soldats européens, je veux dire devant tous la fierté qui est la mienne d'être votre chef. Par votre comportement et votre professionnalisme, vous vous êtes montré digne de la confiance que place l'Union européenne en nous et vous avez fait honneur à vos pays respectifs. À vous, soldats du GTIA Elou, je témoigne de la très belle impression qui se dégage de votre bataillon. La qualité du bataillon Elou repose sur le professionnalisme et le bon comportement des hommes, ce qui répond bien aux aspirations du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est une formation qui est à la hauteur des défis que nous devons relever, en s'imprégnant aussi du fait qu'au-delà de la formation uniquement militaire, enfin technique, leur comportement moral, leur comportement par rapport à l'éthique militaire va aussi être un élément déterminant dans la réussite des missions qui leur sont demandées. Le bataillon Elou a reçu 10 semaines de formation. Il sera accompagné de certains éléments de l'opération Serval pendant son déploiement sur le terrain. En 4e région, c'est un véhicule de la MINUSMA qui a été victime d'un accident de la circulation. Le bilan est de 3 blessés transportés à l'hôpital régional où ils ont reçu la visite du gouverneur de Ségou, le gouverneur que nous écoutons ici. Il est au micro de Kandesila. C'est pour venir constater l'état de santé de nos frères, de nos parents de la MINUSMA du Togo, qui, comme vous le savez, dans le cadre de la sécurisation de nos zones libérées, viennent de faire un accident sur la route à 50 km de Ségou. Parmi les 3 blessés, nous avons le chauffeur qui est gravement atteint par la tête. Donc nous avons décidé, après les examens d'ici, de l'évacuer sur Bamako. Et quant aux 2 autres, je crois que des dispositions sont en train d'être prises par l'hôpital pour pouvoir quand même trouver immédiatement la stratégie pour les soulager autant que possible en attendant des décisions qui seront prises par les responsables au niveau de Bamako. À Mopti, Enda Mali vient d'initier un projet de dialogue communautaire et de réconciliation. Il est appelé YAFA. Ce projet est financé à environ 218 millions de francs CFA par Caritas Allemagne et le gouvernement allemand. Il va durer 9 mois et sera mis en œuvre dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Le lancement c'était vendredi et c'était au gouvernorat de Mopti. Correspondance de Moustapha Doumbia. Le projet YAFA, dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants soldats ou utilisés dans les conflits armés dans les régions nord du Mali, sera exécuté par le bureau de Enda Mali à Mopti pour une durée de 9 mois. Son objectif, c'est de contribuer au retour de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale entre les différentes communautés pour un développement durable. Pour reconstituer le tissu social, réconcilier les communautés du Nord et aboutir au vivre ensemble, tous les acteurs du processus de réconciliation et du dialogue, tous se doivent de réfléchir et de s'impliquer dans le processus de réconciliation post-conflit dans les régions nord du Mali. Le projet YAFA est financé à environ 218 millions de francs CFA par Caritas Allemagne et le gouvernement allemand. Il sera mis en œuvre dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou. Le gouvernement du Mali, en créant la Commission nationale dialogue de réconciliation, a donné
un engagement, un signe politique fort, se parler, tout comme nous l'avons fait chaque fois que de vives épreuves ont ébranlé cette nation. Il s'agira dans la mise en œuvre de ces projets d'identifier les communes les plus touchées par la crise, d'organiser des forats de dialogue et de réconciliation, de redynamiser et d'accompagner les structures traditionnelles de gestion des conflits communautaires, entre autres. L'association interéglise de coopération des Pays-Bas investit dans les cantines scolaires un appui de 11 millions de francs CFA remis aux différents comités de gestion scolaire. Yeya Tandina. 20 tonnes de riz d'une valeur de 6 millions de francs CFA et 5 millions en espèces constituent l'aide apportée par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, et l'Organisation interéglise de coopération des Pays-Bas, ICO, aux écoles de la ville de Tombouctou. Ce geste est destiné à la prise en charge des cantines scolaires. Il y a de cela des années que notre organisation a entrepris des démarches auprès de divers partenaires pour contribuer à l'amélioration des conditions d'études de nos enfants. Ainsi, cette activité est une occasion inédite pour partager la joie avec les autorités scolaires, les CGS et les parents d'élèves. Cette intervention vient au moment où l'année scolaire amorce sa dernière ligne droite et les bénéficiaires n'en demandent pas mieux pour la fin des classes. Chaque école à Tombouctou ici a une cantine à gérer et vous savez les conditions dans lesquelles on nous a donné cette cantine. Il n'y a pas de prix de condiment. Donc c'est une réalisation, n'est-ce pas, de la MSS que nous saluons au passage, qui, j'en suis sûr, n'est-ce pas, sera d'un apport très très important pour nous dans l'accomplissement de notre mission. M. Sidibé a invité les autres partenaires à venir au secours des enfants affectés après la crise. Lancement du projet d'appui à l'amélioration de l'éducation dans le cercle de Bourem. Les initiateurs entendent mobiliser et sensibiliser la communauté autour des activités permettant aux filles et garçons déplacés de retourner dans les classes. Nos envoyés spéciaux à Bourem, Boubacar Bablé Touré et Moussa Balo. Ce projet qui vient d'être lancé vise à mobiliser et sensibiliser la communauté éducative de Bourem autour des activités favorisant le retour en classe des élèves déplacés au moment de l'occupation. Il est exécuté par l'ONG CRAD à travers le programme d'appui à l'amélioration de l'éducation dans le cercle de Bourem. D'une durée de 6 mois, ce programme concernera 60 écoles des communes de Taboui et Bourem dans le cercle du même nom. C'est vraiment un soulagement, une joie immense pour moi d'avoir la chance d'avoir immédiatement un partenaire prêt à intervenir dans ma circonscription. C'est un projet qui ne concerne que le cercle de Bourem à travers les 2 communes que nous venons de citer, à savoir Taboui et Bourem. Mais le programme intervient sur toute l'étendue du territoire, pas seulement au niveau de la région de Gao. Et dans la région de Gao, d'autres organisations sont financées pour les autres cercles, Gao, Ansongo et même Menaka. Pour la région de Gao, nous avons pu mobiliser, je crois, 400 millions pour les différents projets qui ont été retenus, à savoir 16 projets sont retenus pour la région de Gao, pour les 4 cercles. Pour ce projet qui vient d'être lancé, il a été dit tout de suite, je crois, que le montant fait 29 900 000 et quelques. Au cours de ce projet, plusieurs activités seront menées, parmi lesquelles des campagnes de sensibilisation pour le retour à l'école, la réhabilitation de certaines écoles ayant subi des dommages et la prise en charge des écoles concernées par le projet en fourniture et matériel scolaire, entre autres. L'ouverture de ce nouveau chantier, qu'est l'appui aux écoles dans le cercle de Bourem, après 9 mois d'occupation, vient encore nous confirmer davantage l'importance d'un tel éveil pour l'accompagnement de l'État dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement OMD. La mise en œuvre de ce programme a été rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires comme l'Union européenne, la Suisse, la Suède, le Danemark et le Canada. Et nous restons avec l'actualité dans le nord de notre pays où c'est l'euphorie à Gao et chez les artisans et autres acteurs du secteur privé de la ville. La raison, c'est tout simplement la reprise de l'activité socio-économique qui donne des ailes aux affaires selon les concernés qui travaillent de jour comme de nuit pour satisfaire la clientèle. Une enquête de Drissa Kone et d'Ibril Bagayoko. Soudés, cloués,
Couper et taper sont les verbes les plus conjugués dans les ateliers de la cité des Askia. Sur les corniches, des commandes sont bien visibles. Chez certains ouvriers, la crise n'a qu'un mauvais souvenir. Pendant l'occupation, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pratiquement rien. Mais présentement, ça commence à aller. Le retour de l'administration et l'installation des structures internationales telles que la MINUSMA, la force Serval et les ONG ont mis en marche l'appareillage de l'artisanat. Avec l'arrivée de l'administration, les travaux commencent à marcher. Ça avance un peu. Les artisans se frottent les mains grâce au marché conclu et exécuté. Les commandes que nous avons, c'est surtout l'opération Serval qui nous fait travailler ici. Donc, depuis leur venue, on commence à bouger quand même. Nous commençons à sentir que l'administration commence à rentrer un peu. Donc, ils viennent les mains vides. Ils ne viennent pas avec leurs meubles. Donc, ceux qui veulent un lit et puis encore une armoire, nous les confectionnons ça. Les prix sont abordables malgré la cherté des matières premières, pourvu que la machine de l'économie tourne. Actuellement, avec le trafic, les bois sont devenus très chers à Gao ici. Les 6 mètres qu'on payait à 12 500 auparavant ici, aujourd'hui, on les paye à 22 500. Gao n'est pas comme les autres régions. Les matériels que nous reçoivons pour travailler ici, c'est à partir de Bamako. Et avec les commerçants, eux aussi, ils cherchent les bénéfices. Donc, les gens sont habitués à travailler comme ça s'ils ne trouvent pas les choses chères. L'almoire à 2 porteurs, par exemple, celle que vous voyez là, ça c'est avec du bois plein. C'est pas avec de contreplaqué. Ça, on vend ça à 90 000. Mais il y en a qu'on fait à 60 000 jusqu'à 65 000, mais ça c'est en contreplaqué 5. D'autres corps de métiers tels que la réparation moto et la mécanique commencent eux aussi à voir le bout du tunnel. Maintenant, comme ça va un peu, parce qu'on a vu un peu de changement. Avec les militaires, il n'y a pas de problème. Et avant, même si tu travailles là, on peut te... Si tu travailles, on peut te dire qu'il va revenir. Donc on ne paye pas. Il y a d'autres qui payent, il y a d'autres qui ne payent pas. Ça va un peu par rapport à l'occupation parce qu'il y a l'administration qui est venue petit à petit et ça commence à aller. C'est le même prix, il n'y a pas de changement par rapport au prix. Il n'y a pas de changement parce qu'on cherche seulement quoi manger. On sait que tout le monde est pauvre maintenant. On travaille avec des gens tels que les bureaux. Des services. Un seul bémol à ces tableaux reluisants, la quasi-absence de l'électricité pendant le jour. C'est pour cette raison que les plis nantis fonctionnent avec des groupes électrogènes. Quant aux autres, ils travaillent nuitamment au rythme de la distribution de ce sésame. Voilà, l'euphorie donc dans le marché de Gao. À Sekasso, c'est plutôt la grisaille. Fréquenter le marché central de Sekasso est un véritable parcours du combattant. Le centre des affaires de la ville est tout simplement devenu le centre de tous les désagréments, non seulement pour la clientèle qui s'y rend, mais aussi pour les occupants des lieux. Des allées obstruées, des installations anarchiques, une insalubrité permanente. Autant de mots qui restent sans remède en tout cas. Pour l'instant, de ces signes, Sekou Konaté et Adama Dolo. Situé en plein cœur de la ville, le marché a été érigé en 1934. Mais depuis, face à l'explosion démographique, le marché central de Sekasso a montré ses limites. Et l'Agence française de développement, à travers le programme de développement urbain pour la décentralisation PDUID, réalisera alors cet imposant immeuble pour plus de 700 millions de francs CFA, avec une capacité de 364 places, 117 magasins, 187 kiosques au rez-de-chaussée et à l'étage réservés aux vendeuses de légumes et autres. Mais hélas, le constat, il est amer. Des vendeuses de légumes, bouchers et autres marchands occupent toujours la bretelle de la route nationale 7 qui traverse ce marché, rendant du coup difficile, voire impossible à traverser en toute quiétude et l'accès aux boutiques. Pendant que 263 places modernes dédiées à ce commerce cherchent preneurs. Vous-même, vous voyez, il y a non seulement la route est mauvaise, il y a les marchands de légumes et autres qui sont sur la route, surtout les vendeuses de poissons là. Ça nous dérange beaucoup. Côté chambre de commerce, on explique. On est en train de sensibiliser les commerçants pour qu'ils puissent monter. Parce que les places, on les a montrées, c'est en haut. On est en train de aussi faire les partenariats avec la mairie pour qu'on puisse avoir des solutions, pour qu'on puisse amener les commerçants à monter en haut. Dans nos propres intérêts, nous-mêmes commerçants. Parce que si le marché est bien embelli, c'est l'intérêt des commerçants. Face à ce spectacle pas digne d'une ville moderne, les risques sont grands.
Lorsque vous pénétrez à l'intérieur du marché, vous constatez tout de suite que les installations électriques sont anarchiques. Les établissements, les succursales de vente et autres, vous constatez que les dispositions sécuritaires par rapport aux incendies ne sont pas prises. Alors, que faut-il faire? Trouver une autre voie pour que les gens puissent passer, d'interdire le marché. Donc moi, je pense que c'est la solution. Les autorités communales doivent prendre toutes les dispositions pour pouvoir reclasser les commerçants et pouvoir libérer la voie. Et si vous reclassez les commerçants plus haut et à une certaine distance de la voie, donc cela permet en tout cas d'éviter des désagréments par rapport en tout cas à la circulation. On va faire de façon qu'on puisse même les marchés là, on puisse les fermer avec les pavés, augmenter les lumières. Si même chaque commerçant aménage devant son magasin, donc c'est facile. Nous avons une commission qui est mise en place pour réellement organiser convenablement le secteur commercial, effectivement, de la ville de Sikasso. Et ce qui va amener maintenant à prendre des dispositions en la matière pour essayer de faire en sorte que cet embouteillage qui est en train de se passer, cette indiscipline qui est en train de se passer, puisse avoir une solution beaucoup plus viable à l'avenir. Alors, vendeuses et vendeurs, désormais au pas de course, car la ville de Sikasso a aujourd'hui besoin d'offrir un autre visage aux visiteurs. L'actualité hors du Mali, les Rwandais se préparent à aller aux urnes demain lundi pour les législatives. Un scrutin dans la campagne s'est achevé sur fond de violence avec cet attentat à Kidal qui a fait 2 morts, à Kigali donc, qui a fait 2 morts. Ce geste n'est pas encore revendiqué, mais déjà on soupçonne des éléments du camp opposé au président Paul Kagame. Quant à la police, elle affirme que cet attentat n'est pas de nature à perturber les processus. C'est ce qu'on appelle une bombe à retardement. Samedi, au lendemain d'une explosion qui a fait 1 mort et 14 blessés à Kigali, une deuxième grenade restée sur ce toit du marché de Kikuro a à son tour explosé. Bilan 1 mort et 8 blessés. Nous nous sommes mis à courir en pensant que c'était la foudre. Et c'est en voyant les fumées que nous avons compris ce qui se passait. Au même moment, le très puissant Front patriotique rwandais du président Paul Kagame tenait son dernier meeting avant les législatives de lundi. Ici, l'attaque à la grenade semble bien loin et la victoire acquise. J'espère vraiment que je vais gagner. Le Front patriotique le mérite avec tout ce qu'il a fait. L'attaque à la grenade n'a pas été revendiquée. Mais pour le gouvernement, aucun doute, les auteurs sont des opposants à Paul Kagame, alliés aux rebelles des FDLR en République démocratique du Congo. Ces attaques vont-elles nuire aux législatives? La police se veut rassurante. Je ne pense pas que cela va avoir un impact sur les élections. Un incident s'est produit et la police est sur l'affaire. Tout est sous contrôle. Rien n'est moins sûr. Les attaques similaires de mars et de juillet dernier n'ont jamais été élucidées. Dimanche, un grand mystère planait sur Kigali et il n'avait rien à voir avec le résultat des législatives de lundi. La jeunesse tunisienne serait-elle influencée par les mouvements djihadistes? Tout porte à les croire. Avec les nombreux départs de jeunes vers la Syrie pour combattre le régime Bachar, l'on parle de 800 à 1000 jeunes tunisiens concernés par ce phénomène qui devient de plus en plus inquiétant pour les familles. Des familles qui dénoncent d'ailleurs l'inaction des autorités tunisiennes face aux agissements des nombreuses mosquées qui seraient sous contrôle djihadiste. Sur ces photos, le jeune Mohamed Amrouni. Il a 17 ans et il a quitté son domicile le 31 juillet pour faire le djihad en Syrie. Sa famille est encore sous le choc. C'est un travail de longue haleine parce que bon, il s'est radicalement transformé. Donc, il est vraiment conditionné pour faire ce voyage. C'est pas un truc qui a été fait rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été préparé et puis depuis un moment. Nous sommes à Kalakebira, à 130 km au sud de Tunis. La famille de Mohamed nous emmène là où tout a commencé, la mosquée d'Ardour.
Comme de nombreuses mosquées en Tunisie depuis la Révolution, elle a été prise de force par le mouvement salafiste. C'est là où les jeunes sont influencés, c'est là où on les prend, si je puis dire, au berceau pour les envoyer au front. Plus de la moitié des mosquées en Tunisie seraient aux mains des djihadistes, hors contrôle du gouvernement, accusé de laxisme par les familles comme par la société civile. Le problème, c'est dans les mosquées. Là, ce sont les lieux où le gouvernement doit faire quelque chose. Parce que c'est dans ce mosquée où on peut inciter à la violence, où on peut inciter au djihad, où on peut faire tout. Et plus que la moitié, à ce que je sache, des mosquées ne sont pas sous le contrôle du gouvernement. La famille de Mohamed a décidé de se battre. Le jeune garçon a tout laissé derrière lui. On estime qu'entre 800 et 1000 jeunes auraient été enrôlés pour aller combattre le régime de Bachar el-Assad. Malheureusement, peu de familles acceptent de parler. Nous, on ne parle pas que pour mon frère, on parle pour toutes les familles qui ont peur de ces gens malades, en fait. On parle pour tout le monde. Déjà, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas pourquoi il n'y a personne qui parle. Mohamed n'a donné aucune nouvelle depuis son départ. Côté gouvernement, une cellule de crise a été créée, mais pour les familles, c'est insuffisant. Elles attendent de l'État qu'il agisse directement sur les mosquées, première cause des engagements en Syrie. L'Inde a la conquête de l'espace à la fin de ce mois. Les Indiens vont placer en orbite un satellite pour explorer Mars. Les derniers préparatifs sont en cours pour ce voyage qui va durer 9 jours avant d'atteindre la planète rouge. Coût du programme, 80 millions de dollars. Dernier préparatif à l'agence spatiale Bangalore avant la grande mission, l'exploration de Mars. L'Inde va placer un satellite en orbite autour de la planète rouge. Le décollage est prévu de la côte sud-est fin septembre. Nous avons des instruments scientifiques qui étudient Mars selon 3 perspectives. Il s'agit d'un parfait usage de technologie et de science. L'engin construit par l'Inde mettra 9 mois à atteindre Mars. Il se placera en orbite elliptique pour en savoir un peu plus sur cette autre planète. Coût du programme, 80 millions de dollars. Un projet qui a attisé les critiques dans un pays confronté à la pauvreté et à de très grosses pannes d'électricité. Les scientifiques, eux, veulent profiter de la croissance de l'industrie spatiale pour multiplier leurs conquêtes. Nous avons ici des instruments scientifiques avec une caméra en couleur pour essayer d'avoir des photos de tout ce qui concerne Mars. Le programme de recherche spatiale indien a débuté en 1962. Il y a 5 ans, un satellite indien avait trouvé des traces d'eau sur la Lune. Prochain objectif, Mars, avec peut-être de nouvelles révélations. Bamako qui ploie sous le poids des ordures, en tout cas par endroits. 30 000 mètres cubes, c'est le volume de déchets au dépôt d'ordures de Dar Salam et du Kandig. Heureusement que les initiatives citoyennes se manifestent, comme c'est le cas ici de la Fondation Toguna qui met 40 bennes et 5 chargeuses à la disposition de la mairie du district de Bamako. Alpha Maïga est allé voir. Ici, en commune 3 du district de Bamako, ce sont 30 000 mètres cubes de déchets qui jonchent les rues. Des déchets qui nuisent à la santé des populations. Ça nous rend malade tous les jours. Même moi, je suis emballée tout de suite même. C'est à cause des ordures. Il y a des moustiques, des mouches aussi. Cela est très mauvais pour la santé et l'hygiène. Donc c'est très important d'enlever ces ordures. Et pour cela, il faut passer par les moyens techniques. Pour une question de citoyenneté, la Fondation Toguna Agro-Industrie lance ainsi une vaste opération d'assainissement à travers la ville des Trois Caïmans. Elles mettent à la disposition de la mairie du district de Bamako 40 camions bennes, 5 pelles chargeuses. Par rapport à l'événement du 19 septembre, nous allons recevoir ici une trentaine, voire une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Donc il était bon que les Maliens que nous sommes, l'entreprise que nous sommes, participons à cet effort du district et du gouvernement. Ce partenariat est d'abord à saluer parce que les 2 dépôts, leur enlèvement, on l'a évalué, coûte plus de 100 millions. 100 millions pour une commune, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas tout.
puisque la fondation Toguna Agro-Industrie n'entend pas seulement à ramasser les ordures. Les ordures seront transformées, comme pour dire rien ne se perdra, tout sera transformé. Le traitement est quelque chose que nous envisageons en rapport avec le gouvernement, mais c'est des discussions qui sont en cours. Nous espérons qu'elles vont aboutir pour que des déchets, on puisse retenir des produits qui sont les engrais bio, par exemple, qui sont l'électricité et beaucoup d'autres choses sous-produits des déchets. Pour jouer encore sa partition dans les festivités marquant la prise de fonction du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, la fondation Toguna a remis 650 drapeaux aux autorités de la mairie du district. Drapeaux qui serviront à embellir la ville. Soirée culturelle pour la paix, c'était hier à la Maison des Jeunes de Bamako. L'initiative est de la coordination des jeunes cadres de la communauté IMGAD de Kidal. Il s'agit à travers ces retrouvailles de contribuer à l'instauration d'un climat de confiance et de mieux vivre ensemble pour les citoyens maliens de tous bords. Mohamed Ould Mamouni. Des notes de musique pour le rassemblement de la communauté IMRAD de Kidal. Cela après la crise qu'a connue notre pays. Une soirée culturelle mise à profit par les organisateurs pour véhiculer des messages de paix, d'unité et de réconciliation nationale. Il s'agit pour notre communauté de continuer à œuvrer pour une véritable réconciliation des cœurs et des esprits entre toutes les filles et tous les fils de ce pays. Nous entendons ainsi contribuer et limiter les profondes déchirures occasionnées par la défense des intérêts individuels au détriment des intérêts communs. Des retrouvailles, des pas de danse, bref, une soirée riche en couleurs, rien que pour célébrer le Mali, j'allais dire notre Maliba. L'opportunité se présente d'organiser une soirée de retrouvailles, de réconciliation pour un nouveau départ pour notre pays. Le spectacle est magnifique parce que moi-même j'ai donné les premiers pas. C'est aussi un signal fort pour dire, non seulement aux Maliens qui ne connaissent pas tout le Mali, mais aussi à certaines personnes qui se trouvent à l'étranger, qui sont à l'extérieur du Mali, qui ne comprennent pas que, en réalité au Mali, les gens se comprennent. Il y a peut-être des frictions entre certaines personnes, mais cela ne voudra pas dire qu'il y a des frictions entre toutes les personnes. Et je pense que c'est à cela que le Mali se retrouvera de plus en plus fort. La coordination des jeunes cadres de la communauté IMRAD rassure les nouvelles autorités de sa disponibilité et de son engagement en faveur d'un Mali un et indivisible. L'animation était assurée par l'orchestre régional Amanar de Kidal. Voilà une très belle soirée aux couleurs du Mali 1 et indivisible. Le sport, foot, coupe de la Confédération phase de poule, le stade malien de Bamako s'est frayé un chemin vers les demi-finales en battant cet après-midi les Éthiopiens de Saint-Georges par le score de 1-0. Avec cette victoire, le stade malien peut entrevoir la suite sous de meilleurs auspices. Le résumé de cette rencontre avec Siragatou Sissé. C'est fait. Le stade malien de Bamako a franchi un palier dans ce groupe A, Coupe de la Confédération. Les Blancs ont battu les Éthiopiens de Saint-Georges 1-0. Cette victoire place idéalement le stade malien en route pour les demi-finales en attendant la 6e et dernière journée. La voie du succès a été difficile à se dessiner. Le stade malien de Bamako et ses supporters ont souffert avant de briser la muraille de Saint-Georges par Lamine Diawara à la 82e minute. Le joker de luxe entré en jeu à la 61e minute et reprend de la tête un centre précis d'Abdoulaye Sissoko. 1-0. Ce but de Lamine Diawara rappelle l'importance de celui qu'il a marqué à Sfax contre le club sportif. Je vais saluer les supporters qui se sont déplacés massivement pour venir nous supporter. On va continuer à travailler les autres matchs pour les gagner aussi, pour se qualifier. J'ai vu mon équipe faire un très grand match. On a eu la maîtrise du jeu du début à la fin, on a eu des occasions et ça s'est décidé 10 minutes de la fin. On a réussi à marquer, mais voilà, ça aurait été une grande injustice que de ne pas gagner ce match-là. Je suis très fier de mon équipe ce soir.
La qualification sera très difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau où nous sommes, le moral est même déjà d'abord atteint. Pourquoi? Parce que nous n'avons que 3 points et il faudrait vraiment que nous en marquions beaucoup de buts du côté d'Addis Abeba pour pouvoir espérer se qualifier. Le stade malien de Bamako conforte ainsi la deuxième place du groupe avec 7 points. L'étoile sportive du Sahel de Sousse est 3e, 5 points. Et Saint-Georges, 4e, 3 points. Le club sportif sfaxien, leader, 13 points, est déjà qualifié. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, au nom du gouvernement, a tenu à féliciter l'équipe du stade malien de Bamako. C'est ma première sortie au stade et donc ils m'ont gratifié d'un bon accueil. Je dis encore une fois, on pouvait mieux faire parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions de rater, mais ce n'est qu'un début. Et je me dis, tant qu'on a la volonté, les sportifs d'élite sont des exemples, des modèles pour les autres jeunes dans la nation. Et donc, s'ils arrivent à donner le bon exemple, il est sûr que dans tous les domaines, nous pourrons aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est un Mali qui gagne que nous voulons. Et c'est ce Mali-là que nous avons pour ambition de bâtir, et en nous basant sur la jeunesse, en nous basant sur le sport. La 6e et dernière journée de ce groupe A sera à nouveau décisive le week-end des 20, 21 et 22 septembre avec les oppositions Club sportif sfaxien de Tunisie, Stade malien de Bamako et Saint-Georges d'Éthiopie, étoile sportive du Sahel de Sousse. Ça va être un dernier match de toutes les vérités. Athlétisme maintenant avec l'aménagement et la coordination d'appui aux initiatives des jeunes pour la paix et le développement au Mali qui ont organisé ce matin un semi-marathon pour la paix. Les participants ont couru 10 km pour les hommes, seniors et 5 km pour les dames et garçons. Abdul Karim Kaba a couru pour Mal Actualité. Les jeunes Maliens s'engagent pour la paix durable et cela à travers l'appui de l'aménagement. Ensemble, ils ont organisé ce semi-marathon Mali Paix 2013. Nous avons jugé nécessaire d'organiser un marathon pour la paix, pour consolider, pour contribuer à l'effort de la réconciliation du Mali. En tout, 46 athlètes et des responsables de l'aménagement ont pris part à cette course. En un quart d'heure, les coureurs ont traversé la ville de Bamako. 10 km pour les hommes et 5 km pour les dames et les garçons. La paix, rien que la paix, a été le langage au cours de ce semi-marathon. Une telle initiative, à mon avis, qui va être multipliée, qui doit être multipliée à travers toutes les régions du Mali, peut beaucoup contribuer à la paix, à la stabilité au Mali. La paix, ça n'a pas de prix. Et c'est avec cette sortie de crise, je pense que des initiatives de ces gens, surtout venant de la jeunesse, ne peut qu'être salué. C'est pourquoi nous nous réjouissons vraiment d'être là pour témoigner aussi toute notre reconnaissance à la jeunesse. Au-delà des prix remis aux lauréats des 3 courses, c'est un esprit de cohésion, d'attente, de fraternité et surtout de la paix qui a été prôné durant ce semi-marathon Mali Paix 2013. Dans le cadre de l'organisation du pèlerinage 2013, le ministère de l'administration territoriale convie les membres de la délégation d'encadrement de la filiale gouvernementale à une réunion dans la salle de conférence du département demain lundi 16 septembre 2013 à partir de 10 h. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre, votre émission Question d'actualité de ce dimanche, donc ce soir, porte sur comment faire entendre la voix de la démocratie. Bourema Kane et ses invités vous en diront davantage, une émission en Bamaninkan que vous pourrez donc suivre juste après cette édition. Question d'actualité, c'est donc aux alentours de 21 h 30. Demain 10 h 13.